Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous voir, enfin, ou de pas vous voir, mais de savoir que vous êtes là. Et je vais donc parler de cet ouvrage, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, qui en fait s'intitule Psychologie politique du populisme. Trump, Poutine et les ressorts de l'humiliation. En fait, il fait suite, c'est la troisième étude qui porte sur ce thème sur lequel je travaille, qui est l'hallucination, emprunté à la psychanalyse, bien sûr, mais sous réserve de l'accompagner de la réflexion de sciences politiques ou sciences sociales, qui est la mienne, c'est-à-dire de comprendre comment les réalités psychiques peuvent devenir des réalités politiques sous l'effet, ça c'est la condition absolument essentielle, sous l'effet de l'usage de la force, de la contrainte, de la terreur. Et c'est pour ça que les deux derniers ouvrages qui s'inscrivent dans cette réflexion, le premier donc est paru chez Palgrave, c'est The Politics of Destruction, qui est paru il y a 2 ans, portait sur quelques régimes totalitaires, enfin on a que le choix. Et l'avant-dernier portait sur une période qui m'est chère, c'est-à-dire la période de deux guerres, mais celle de 70 et de 1914, et où j'ai essayé de comprendre la personne ou la personnalité de la prostituée, qui est, dans mon analyse, une hallucination créée à la fois par les criminologues, par les policiers, par les inspecteurs de tous ordres, par l'académie, par la littérature, puisqu'il y a eu beaucoup d'ouvrages à ce moment-là, entre 1870 et 1914. Mais j'arrive à mon sujet de ce soir, donc, qui est sur Trump et Poutine. Et donc, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'avec ce travail, je cherche à approfondir 3 dimensions. La première, c'est l'origine de la souffrance que les deux chefs ne cessent de proclamer en se posant comme autant d'individus blessés. Ce sont des individus blessés, victimes d'individus coalisés contre eux et qui se sont fait voler. J'approfondirai plus tard. Après cette origine de la souffrance, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les effets de cette souffrance dans leur discours. Et le troisième, c'est la manière dont ils transforment cette souffrance en un amour brûlant pour leurs affidés dans la masse, et une masse qu'ils poussent à la plus grande violence. Alors pour le dire autrement, disons en sociologue, ce que je suis, je cherche à comprendre un ordre politique particulier saisi à partir de l'analyse d'un type donné de relations sociales qui se donne à lire dans la masse, qu'anime une dynamique psychique partagée entre les membres de la masse et le chef, qui est faite de souffrance, de sentiments de perte, de ressentiment et donc d'humiliation. Une masse que façonnent les pulsions d'amour et de haine. 3, portée par la volonté de restaurer tous les deux, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump, de restaurer une grandeur perdue. Et 4, par la violence. Donc, ce n'est pas une analyse du régime populiste, ce n'est pas une analyse des partis populistes, ce n'est pas une analyse d'une politique populiste, mais c'est celle du peuple saisi comme un moi, nous, saisi par l'amour et par la haine. Et donc, porté par les références et par la littérature de Max Weber et de Freud. Je commence par Freud, je terminerai par Weber. De Freud, qu'est-ce que je retiens? L'élément fondamental, particulier, qui caractérise la psychanalyse et la distingue de tous les autres, c'est l'inconscient. Et rapporté à la masse, alors l'ouvrage sur lequel je vais m'appuyer, c'est l'ouvrage qui est paru il y a un siècle, 1921, Psychologie des masses et analyse du moi. Donc c'est l'inconscient qui anime la masse. Alors ça veut dire quoi, l'inconscient qui anime la masse? La masse, chez Freud, ce n'est pas la foule, ce n'est pas Le Bon, ce n'est pas Siegel, qui était un Italien, ce n'est pas Tarde, Gabriel Tarde, qui était un Français, auquel d'ailleurs Le Bon a vraiment emprunté. Pour tous les trois, l'inconscient, finalement, ça se réduit à la femme, qui se réduit à l'enfant, qui se réduit au sauvage. Il ne faut jamais oublier que Gustave Le Bon était le président de la commission de la colonie en 1885. Euh, Femmes, enfants sauvages qui sont bons à être réprimés, comme d'ailleurs tous les révolutionnaires. Ce sont tous des réactionnaires au sens Benjamin Constant, etc. C'est contre, effectivement, les Jacobins de 1989. Et ce qui est intéressant, c'est que la foule, la psychologie des foules, qui est un ouvrage très très intéressant, auquel je rappelle quand même que Freud consacre un tiers de son ouvrage Psychologie des masses et analyse du moi. C'est dire combien il s'en est
il s'en est inspiré, il le dit et il reprend beaucoup de citations, etc., mais en diffère radicalement. Il est intéressant de savoir qu'un Lebon, il avait été invité à l'école de guerre, qui était dirigée par Mangin et Foch à l'époque, pour exposer sur psychologie des foules. Et c'était pas pour augmenter leur culture générale que ces gradés l'avaient invité, mais c'était pour comprendre comment finalement on peut tenir la masse, on peut manipuler la masse pour mieux la maîtriser et la discipliner. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qui n'est pas du tout, finalement, l'optique de Freud. Et encore une fois, en allemand, c'est Massenpsychologie und Ich-Psychologie. Donc c'est Massenpsychologie, c'est pas foule. Si c'était foule, ce serait die Menge. La foule de celle qui manifeste dans les rues au XIXe siècle, c'est qui est réprimée par la police, etc. C'est pas la masse qui paraît après 1914, pardon, 1918, puisque c'est ça l'enjeu, c'est effectivement l'apparition des masses au pas cadencé qui donneront les masses support des grands régimes totalitaires nazis et bolcheviques. Psychologie des masses et analyse du moi, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens fondamentalement deux concepts. Le premier, c'est l'identification. L'identification immédiate du moi vers l'autre. C'est le début de psychologie des masses et analyse du moi. Et ceux qui pensent que Freud ne s'est jamais préoccupé ni du politique, ni du social, et que l'inconscient est quelque chose qui se promène dans le collectif ou sans attache sociale, etc., à mon avis, se trompent. Dès le début de psychologie des masses, c'est le moi est en lien avec l'autre. Et il est en lien dans un processus d'identification qui va être tellement important dans la masse. Absence de distance et saisie de l'autre comme un moi. Et le deuxième concept qui est extrêmement important, c'est un autre qui est mis à la place de quelqu'un d'autre dans le lien avec le chef. C'est un autre qui est à la place d'un autre. Ce chef, il vient remplacer le père biologique. Euh, et ce concept, c'est le concept de substitution qui est tellement important. Projection, substitution. Je vais y revenir. Donc une mise à l'écart initiale du père biologique pour le choix d'un père électif. Et donc immédiatement, finalement, le meurtre est là. Le meurtre est présent dans cette constitution de ce nous, puisque le chef qui est élu comme le nouvel idéal du moi, il remplace celui qui était largement insatisfaisant, et parce qu'il était insatisfaisant, il a été remplacé. Une mise à l'écart qui se prolonge dans l'éjection de l'autre insupportable, et ce sera l'étranger, pour l'érection d'une figure idéale que tous s'introjectent, et cette importance de l'introjection qui donnera à penser à Freud qu'il s'agit en quelque sorte d'un cannibalisme. Finalement, on s'introjecte l'autre qu'on aime, on rejette celui qu'on est pour la production d'un nous unifié. Finalement, avec la masse, on a affaire à un couple fait d'une double unité et de son envers. L'unité, elle est horizontale, donc l'union de chacun avec l'autre pour être tous ensemble dans l'amour et dans la haine de l'autre. Donc une idéalisation qui produit finalement une disparition de la personnalité, ce qu'avait dit Lebon. Ça, il l'emprunte directement à Lebon, une disparition des distinctions sociales, disparition de la personnalité pour l'adoption finalement d'une identité qui est similarité. Et deux, à cette union de chacun avec chacun, s'ajoute évidemment simultanément l'unité verticale, c'est-à-dire l'union de tous avec le chef, comme un don, une identification comme un don, identification fusionnelle qui donne lieu au nous. Ça, ce sont les deux, finalement, l'unité de l'horizontale, de la relation horizontale et de la relation verticale, et puis son envers, j'espère que j'aurai le temps de me pencher un peu dessus, l'envers, finalement, de l'unité dans la masse, c'est la panique. C'est quand l'amour fait défaut, quand le chef s'avère incompétent, alors ce que recouvrait l'amour le laisse passer, c'est-à-dire la haine, et à ce moment-là, le chef est voué aux gémonies. Ça aussi, c'est emprunté
à Lebon, qui lui s'appuie sur l'expérience de Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps, vous savez, qui a été celui qui a percé le canal de Suez, porté, euh, porté au pinacle, et puis qui a percé le canal de Panama et qui s'est abîmé dans la compromission et la corruption. Et là, il a été voué aux gémonies. Finalement, qu'est-ce qui fait tenir le social? Qu'est-ce qui fait tenir cette masse, selon Freud? C'est le désir, c'est la libido. La libido, c'est l'énergie sexuelle, sauf qu'on n'est pas dans le sexuel. Ou plutôt, on est dans le sexuel détourné. La libido, c'est le nouage du désir sexuel qui soit se réalise dans le coït, puis retombe, et pour repartir ensuite, soit se retient, et donc se transforme. Et l'énergie, là, à ce moment-là, est nouée, elle se transforme pour mieux se décharger dans une autre période, dans un autre temps, dans le symbolique, elle se décharge ou dans le symbolique, ou dans le religieux, ou dans la masse. Mais elle se retient. Je vais revenir sur cette notion du retien de l'énergie sexuelle. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question de l'énergie sexuelle, mais c'est la libido, et c'est la formule de Freud et qui définit le mieux la masse. Elle est définie par la libido inhibée quant au but. Autrement dit, ce n'est pas une relation sexuelle, l'unité de tous avec le chef, puisque le chef garde toujours finalement la distance, et puis on ne peut pas le toucher, le chef. On peut l'adorer, mais on ne peut pas le toucher. Donc ce n'est pas une unité sexuelle, ce n'est pas le sexuel dans la relation de l'un à l'autre, mais c'est dans l'inhibition de l'énergie qu'il faut comprendre la puissance de la masse, son énergie retenue, cette volonté finalement d'y arriver et cette décharge qui se fait dans une violence extrême. Voilà, ce qui est inhibé, c'est la haine, et ce qui est désinhibé dans la masse et qui va être désinhibé dans le discours de la violence, c'est la haine, la violence. Voilà, j'arrête ici le rappel de l'apport freudien et je passe à la théorie du ressentiment en rappelant rapidement l'origine que j'ai annoncée tout à l'heure, de l'origine des deux haineux, Trump et Poutine, qui rencontrent du ressentiment. Encore une fois, quand j'analyse, je m'attache à l'origine. Et si j'ai parlé tout à l'heure d'individus qui se sentent blessés, qui se sentent victimes, c'est parce qu'il leur faut, et l'un et l'autre, laver l'humiliation ressentie face au vol de l'histoire. Et le moyen de cette vengeance, ça va être la masse. Comme a dit Paul-Laurent Assoun, qui est un psychanalyste très important, ce sont des hommes préjudiciés. Et quand il parle d'hommes préjudiciés, il parle des islamistes, etc. Mais il renvoie à cette figure, vous savez, de Richard III, la pièce de Shakespeare, évidemment, qui en fait devient une boule de haine. Ce type qui est nabo, qui boite, qui se fait moquer par les gosses, les femmes le méprisent, etc. Et qui devient un tyran à la violence effroyable où il fait passer la faux à tour de bras et exécute tout le monde. Et c'est l'homme, effectivement, préjudicié, victime de la nature. Avec les nôtres, on est victime de la culture, victime d'un vol, que ce soit la culture blanche, que ce soit la culture russe, etc. L'origine, c'est donc l'humiliation. C'est la base du ressentiment, cette émotion retenue et ravageante qu'ils éprouvent et qu'il faut faire éprouver. Et c'est là la formation de la masse. C'est qu'ils arrivent à modeler leur masse, et l'un et l'autre, en les pétrissant du ressentiment qui est le leur, à eux et à la masse. Je rappelle rapidement ce concept du ressentiment qui me paraît extrêmement important, d'ailleurs, qui est une catégorie en sciences politiques, en philosophie également, extrêmement importante, une très longue tradition, en commençant évidemment par les grands économistes, les grands moralistes du XVIIIe siècle, qui, eux, y ont vu quelque chose de positif. C'est les seuls, d'ailleurs, qui ont vu. Après, c'est devenu quelque chose de très négatif, mais c'est les seuls qui ont vu dans la colère que pouvaient ressentir certaines personnes, finalement, une raison justifiée d'une inégalité, concept que reprendra Tocqueville. Tocqueville, lui, s'attache à mesurer les effets psychologiques des écarts existants entre le droit et les faits. Écarts qui génèrent le sentiment d'illégitimité des règles. Et c'est à partir de ce sentiment d'illégitimité des règles que se comprennent finalement les mouvements des révolutions. La démocratie proclame l'égalité des conditions de tous,
mais en réalité, elle ne fait qu'entretenir la plus profonde inégalité entre les classes, générant le ressentiment des faibles contre les forts. Et si je prends ce concept des faibles et des forts, c'est qu'en fait, il a été élaboré par celui qui a le plus conceptualisé cette notion du ressentiment, c'est-à-dire Nietzsche. Nietzsche, c'est la pensée des moutons versus les aristocrates. Nietzsche reprend cette opposition des faibles et des forts en renversant la dynamique. Le ressentiment apparaît sous sa plume comme la grande force négative des faibles, de tous les faibles, qui par la masse deviennent forts et abîment, finalement, atteignent et liquident le fort, l'aristocrate, le surhomme, peu importe. Le ver de terre, dont le philosophe, dont Nietzsche écrit, je cite, il se recoquille quand on marche dessus. Cela est plein de sagesse. Par là, il amoindrit la chance de se faire à nouveau marcher dessus. Dans le langage de la morale, l'humilité. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant justement des classiques autour de Trump. Donc c'est la force des faibles. Ce qu'exprime le ressentiment, c'est la force des faibles, qui retiennent longtemps leurs réponses et ne cessent de ressasser leur vengeance. C'est pour ça qu'ils parlent du bétail, ils parlent des vaches. Le ressentiment, c'est les vaches. Elles ruminent. Elles ne cessent de ruminer. Elles ruminent quoi? Elles ruminent leur vengeance. Elles prennent date. Elles prennent date pour ce qui va se passer après, quand celui qui sera attaqué ne s'y attendra le moins. Le fort ne s'y attend pas. Il méprise finalement. C'est le grand mépris finalement nietzschéen à l'égard de la faiblesse des moutons, etc. Les moutons, si je peux dire, ils attendent. Je passe sur Max Weber qui reprend cette notion à Nietzsche, il reprend énormément de concepts à Nietzsche, etc. Peut-être qu'on aura le temps, il le reprend sous la forme de la théodicée du malheur. Mais maintenant, je passe directement au sujet, ayant précisé Freud d'un côté, Nietzsche, enfin le ressentiment de l'autre, pour essayer de saisir justement ce qu'est l'humiliation lorsqu'elle est exprimée par les deux chefs. Alors, l'humiliation ressentie, ce que j'ai dit, cette blessure qu'ils ressentent profondément, c'est celle qu'il faut faire ressentir par la honte révélatrice de la haine et la partager, et c'est le ressentiment. Euh, la source, c'est la blessure narcissique que les deux expriment, Trump et Poutine, le vol de l'âme, la nation, l'Éden perdu, cet Éden perdu qu'il faut retrouver. Ils sont et l'un et l'autre toujours en train de parler d'une période qui n'a jamais existé, peu importe, mais qui est le temps, effectivement, de l'Éden, ou l'âge d'or, et qu'ils promettent finalement de rétablir comme la finalité de l'action. Pour Trump, ce sont les pères fondateurs, les pères fondateurs, la famille qui est la mère, le père, les enfants, la blanchitude, la chrétienté, euh, le blanc versus le sauvage, le noir, la tradition dévorée par les noirs, par les homosexuels, par tous les dévoyés, et on va voir comment eux se servent, lui plutôt, l'autre aussi, se servent de la sexualité. Pour Poutine, c'est la mère Russie. Alors on a les mêmes finalement catégories. La famille, couple et enfants, c'est toujours la vénération de la famille, la mère, le père, les enfants, etc. La blanchitude, c'est la même chose. C'est la chrétienté, n'était qu'elle est orthodoxe. C'est le blond, blanc, versus que c'est pas le noir, pas tant le noir, encore que, mais c'est le musulman, c'est l'étranger, c'est le nazi, c'est tout le débat qui déclenche sur l'Ukraine, etc., le traite, etc. Pour les deux, Poutine et Trump, c'est le rejet de l'athéisme et de la dépravation sexuelle. En d'autres termes, c'est l'autre. Le sexuel, qu'il ne cesse de ressasser, qu'ils ne cessent dans leur discours de ressasser, c'est l'envers de la sexualité autorisée, celle de la famille. C'est la dimension, je dirais, fondamentale des deux du comportement, à la fois inhibé, celui de la famille, de la mère, celui dans laquelle la sexualité c'est pour faire des enfants et pas autre chose, et exhibé et qui tourne dans la bouche de Trump et dans la bouche de Poutine au machisme pornographique. Alors je ne vais pas m'étendre sur Trump, tout le monde là en mémoire, vous vous souvenez, les femmes, on les prend par la chatte, je monte sur elles, etc., etc., etc. C'est pas la peine de s'étendre, tout le monde a en tête ces remarques ahurissantes, mais c'est le côté ahurissant sur lequel il faut s'interroger, sur lequel je m'interrogerai ensuite. Et puis, Poutine, c'est les chiottes tchétchènes, vous savez, on les poursuivra jusque-là. C'est Zelensky où tu te coucheras, de toute façon, tu es comme Marie, Marie, couche-toi là, tu seras, voilà.
Et puis, c'est à Oliver Stone qui lui demandait dans un interview dans les années 2015-16, je me souviens plus exactement, est-ce qu'il avait eu des périodes difficiles dans sa vie et qui lui répond, il a répondu, ah ah, j'ai pas de période. Voilà. Donc, c'est sans cesse, ce ressassement d'un sexuel euh, asséné comme quelque chose de honteux dont l'autre finalement serait coupable. Je vais y revenir. Le troisième point, après la blessure narcissique et le sexuel, c'est le ressentiment retourné contre l'autre. C'est le désir de rabaissement. Contre les ennemis, mais aussi, et c'est ça qui est remarquable, contre les proches. Avec Trump, c'est l'humiliation des caciques. Vous vous souvenez, en leur faisant admettre qu'ils sont tous menteurs. Alors, quand il avait prononcé ces phrases ahurissantes sur les femmes en 2016, ils étaient tous montés au créneau, tous portés par la morale, tous portés par il faut qu'il s'excuse, c'est absolument insupportable, etc., etc. Et lui, dans une rhétorique qui était assez étonnante, il avait finalement retourné cela en disant oui, oui, tout à fait, je suis conscient. Oh, j'ai fait, mais bon, je suis allé me promener dans les USA et j'ai vu les Américains qui pleurent, etc. Et puis hop, il l'avait retourné contre Obama en disant oui, oui, s'ils sont en difficulté, c'est etc. Voilà. Et puis il avait, mais c'est vraiment pour moi ce discours qui dure pas longtemps, il dure 4 minutes, c'est un modèle du genre. Poutine, c'est la réunion du Conseil, vous vous souvenez, où il demande à son chef des services secrets Narishkin d'admettre que vous vous souvenez, c'était juste après le 28 février, juste après l'invasion d'Ukraine, et il lui demande de reconnaître que son action est juste. Et en fait, l'autre s'empatouille. Vous vous souvenez de cette gêne devant tout le monde où il le fait mettre debout, quoi, comme un gosse qu'on punit. Et mais c'est juste. Et l'autre répond, c'est difficile quand même parce que les quatre provinces, elles sont pas russes, elles sont ukrainiennes, etc. Et il le tord, etc. Et puis quand l'autre forcé finalement d'admettre une vérité qui n'est pas la sienne, mais qu'il doit reconnaître, hop, il le rejette, il lui dit va t'asseoir. Et et on passe à autre chose. Et ça ne peut pas ne pas rappeler pour ceux qui ont travaillé ou qui l'ont vécu, effectivement, les procès, les grands procès de Moscou, cette manière, effectivement, d'humilier, de forcer, avec Fichinsky en procureur, de forcer finalement les accusés à admettre ce qu'ils n'ont pas connu, et ce qu'ils n'ont pas commis, pardon, et d'admettre ce qui va leur être infligé, c'est-à-dire la mort, et d'accepter et de dire oui, etc. Et l'humiliation qui est ce processus est absolument insupportable. Le quatrième point sur lequel je voudrais m'attendre un peu plus, peut-être le plus important, c'est que ces différentes composantes finalement nous donnent à comprendre, enfin au moins me donnent à comprendre ou à interpréter finalement ce qu'est la domination. Qu'est-ce que c'est que cette domination politique? En humiliant finalement le chef révèle selon moi la vérité du politique, qui est vérité de l'autre. Alors ça veut dire quoi et c'est quelle vérité? Finalement, ce qu'il leur dit, Trump aux caciques, Poutine à ses caciques et puis aux autres, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que leur morale, c'est une morale de trouillard. C'est une morale du troupeau. C'est ceux qui vont ensemble et puis qui répètent tous la même chose avec les oripeaux de la morale. À l'inverse de ça, le politique, c'est la force, c'est la brutalité. Et c'est ça qu'il leur fait admettre. Il leur fait admettre l'envers de la morale du troupeau. Et du coup, l'essence du politique, c'est la morale des forts. C'est la violence comme volonté d'écraser, c'est le sadisme et son pendant, le masochisme reconnu comme l'accord donné au chef. Et quand je relis ces textes de Trump, quand je regarde encore cette scène où il humilie son chef des services secrets, il est sadique. Mais ça, oui, d'accord, ça on le sait que c'est des sadiques ou des pervers, peu importe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait admettre le masochisme à ses propres victimes, un masochisme qui finalement, lorsqu'ils l'admettent, les libère et le rendent comme lui, parce que c'est ça le discours qui est derrière. C'est vous êtes comme moi. Je vous dis votre vérité, mais vous êtes comme moi, vous êtes aussi cruel que moi, aussi humiliant que moi, et je vous l'ai dit, et vous l'êtes. Humilier l'autre, c'est le faire avouer qu'il a tort, tort de méconnaître la vérité de l'autre.
Le chef dit la vérité du politique, donc pas seulement, donc c'est pas un calcul d'intérêt comme les rationalistes souvent ont tendance à ramener, ou enfin, le calcul rationnel ont tendance à ramener la politique. La politique, c'est beaucoup plus. C'est la haine de l'autre. C'est la violence saisie comme essence, comme volonté d'écraser. Et je pense que les deux, s'ils nous frappent tellement, si on est tellement stupéfait devant leur violence qu'ils arrivent à articuler, alors que vous et moi, on n'arriverait même pas à dire un dixième de ça, où on se cacherait sous la couverture en disant ça m'a échappé. Eux, ils le revendiquent, ils le répètent, ils le renouvellent, etc. C'est une volonté d'écraser et c'est une haine comme conduite. Du coup, là, le ressentiment se laisse comprendre, cette capacité qu'ils ont à façonner leur masse, comme la maïotique du pervers. Ce sont des pervers, bien sûr, mais ce sont des grands pervers qui arrivent à façonner finalement dans le discours et la forme. La masse, c'est le lieu de l'énoncé de la formation de la vérité, comme vérité du politique, c'est la pure violence. La masse, c'est le moment créé dans le discours du chef, dans l'amour de soi et la haine de l'autre. Les différences, alors là, il faut les faire, parce que là, c'est général ce que je dis, et là, donc dans l'ouvrage, je m'efforce de distinguer les deux masses. La masse trumpienne est très diverse. Vous vous souvenez, là, quand on regarde encore cet assaut du 6 janvier 21, on voit, alors d'abord, ça a été précédé par la formation d'un réseau informel, QAnon, qui diffuse les thèses complotistes, la pédocriminalité des démocrates. Il y a toujours du sexuel qui traîne dans les accusations, etc. Le vol des résultats, etc. Bon, je ne vais pas citer toutes ces formes. QAnon qui a eu une telle importance dans la formation, dans la constitution finalement de la masse du 6 janvier, qui est en quelque sorte le préliminaire par réseau de la masse. Une masse qui se réunit à l'heure dite, le 6 janvier, elle était bien préparée. Enfin, ça veut dire ça, l'accusation qui a été portée contre Trump l'a bien montré dans les actes. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité de cette masse. C'est ça qui fait question. Parce que finalement, quand il insulte les femmes, quand il insulte les musulmans, quand il insulte les soldats, ce qui est étonnant, c'est que les femmes votent pour Trump, les musulmans votent pour Trump, les soldats qui sont insultés votent pour Trump. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ils adhèrent finalement à celui qui leur crache dessus. Sinon, qu'il leur fait plaisir et leur fait admettre une vérité. Alors pour les femmes, il y a eu beaucoup d'analyses qui expliquaient pourquoi effectivement les femmes qui sont traitées d'une manière ahurissante par Trump, effectivement, votent, c'est la défense effectivement, enfin contre les démocrates pour lesquels, enfin, qui défendent une idée de la femme qui leur est, enfin de la féminité qui leur est complètement étrangère, etc. C'est un autre sujet. Donc une masse qui se réunit à l'heure dite le 6 janvier dans sa diversité, et ce qui frappe, c'est la grande bigarrure finalement des Américains lambda. Cette couleur, finalement, vous n'avez pas que des blancs. Vous avez des noirs, vous avez des latinos, c'est très varié cette foule quand on la regarde bien. On a des politiques, hein, on reconnaît des élus républicains, et puis on a des formations extrémistes. Alors on a un gros désordre, et puis on a deux formations extrémistes. Et c'est là où on voit que c'était extrêmement bien pensé, cette histoire. On a Oath Keepers et Proud Boys. Et Oath Keepers, ce sont vraiment, autant les Proud Boys, c'est celui qui font le coup de poing, Black Lives Matter, etc., c'est eux. Autant les autres sont structurés, dirigés par un type qui sort de Yale, c'est quand même pas rien, et qui sont vraiment démilitarisés à l'extrême, hiérarchiquement organisés. En regard de cette masse plutôt, qui se constitue, celle de Poutine, elle est complètement, comment dire, sur mesure. Elle est faite, elle est tirée à l'appel. Enfin, on voit bien que c'est les gens du parti quand ils ont reçu une sommation, il faut aller sur la place rouge, quoi. Alors ils agitent le bras. Bon, ça nous fait penser à Kim Il-jung. On peut pas penser que la masse là, c'est l'expression d'une volonté d'adhésion, etc. Au dit du chef. Enfin, c'est quand même une adhésion au dit du chef parce que s'il n'y a pas d'adhésion, les conséquences risquent d'être un peu lourdes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux masses, elles ont un même idéal du moi. Et il me semble qu'on ne l'a pas assez souligné. Ils portent les traces, si l'on peut dire, d'un même idéal, et c'est le chaman. Alors, vous vous souvenez évidemment du chaman américain, hein, c'était comment il s'appelait, Angeli, hein, ce type qui avait une allure d'Indien avec sa chevelure, sa grande pique. Enfin, lui, c'est la caricature de l'Indien avec son poitrail. Vous vous souvenez, il se faisait appeler Jack Angeli. Voilà, il se faisait appeler chaman. Mais celui qui vient chanter sur la place rouge juste après
en septembre 2022, qui vient sur la place au moment de la comment dire, réunification des quatre régions à la Russie qui vient chanter juste après le discours de Poutine et qui dit je suis russe, etc., qui est jeune, qui est beau, qui est un beau mec blond, etc. Alors il n'est pas dépenaillé comme son homologue américain, mais il s'appelle Shaman. Donc c'est intéressant, les deux, ils ont un chaman. Alors vous savez, chaman, c'est un magicien, c'est celui qui fait tomber la pluie. Enfin bref, c'est du mirage, c'est du mirage. Je le raccorderai tout à l'heure au charisme. Voilà, c'est ça. Shaman, c'est Jack Angeli, dit Shaman, le type bariolé. L'autre, c'est Shaman qui chante. Et puis entre les deux, un masque qui les unit. Alors là, il faudrait relire les textes, mais c'est l'amour. L'amour de ce 6 janvier où Trump, il exude d'amour, il dégouline d'amour. Et même quand il faut partir et qu'il leur dit, bon, rentrez chez vous, je vous aime, je connais votre peine, il faut rentrer, etc. On fait lui dire, on prend date pour la suite. La date, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant avec le caucus de l'Iowa et du reste. Et puis Poutine, c'est la place rouge, lui aussi. Il déclare qu'on aime les soldats, on leur dit tous hurrah. Vous savez, cette scène ahurissante. Allez, vous allez dire hurrah, hurrah, tout le monde crie hurrah, etc. Je vous aime. Bon, bref. Un amour qui peut, et c'est là où qui pourrait faire flop si d'aventure les résultats sont pas là pour rémunérer finalement les attentes des différentes masses. Et c'est là, en cela, que je parlais, l'envers de la masse, c'est la panique. C'est quand le chef, effectivement, perd la tête ou s'avère incapable de conduire les masses à la victoire, ou le régiment à la victoire, que le régiment se révolte contre les chefs qui s'est révélé incompétent. Et chez Trump, il y en a un, là je vais le lire quand même parce que c'est très frappant, ce Stewart Rhodes, c'est pour ça que c'est 11, c'est le patron des Housekeepers, qui est vraiment une organisation secrète très, très, très bien organisée, et qui avait écrit 2 mois avant, le leader des Housekeepers, qui avait écrit dans une lettre à Trump qu'il le précède de déclencher un acte insurrectionnel, donc c'est 2 mois avant le 6 janvier, euh, est décidé à enrayer le processus électoral au risque, dit-il, sinon d'entrer en sédition, si vous n'agissez pas, alors que vous êtes encore en fonction, alors nous, le peuple, il nous faudra conduire une guerre sanglante contre ces deux marionnettes chinoises, et il indiquait Biden et Kamala Harris. Et ce qui m'a toujours frappé dans cette manifestation du 6 janvier, c'est vous vous souvenez, cette potence qui a été dressée devant et auquel était promis finalement Mike Spence. Hein. Mike Spence, Trump avait dit il faut le pendre. Et il y en a plusieurs qui disaient il faut le pendre. Il est incapable d'annuler la certification des résultats. Il nous trahit, il nous vole. Hop, il est rangé dans les voleurs. Et la potence était pour lui. Et moi, j'ai toujours pensé que la potence, elle pouvait être aussi pour Trump. Si jamais il ne restait pas à sa hauteur et si jamais il ne continuait pas cette manipulation et cette grande formation de la masse, c'était pour lui. Je termine avec la dernière catégorie qui m'importe, c'est la notion du charisme. Après la notion du ressentiment, etc., cette notion fondamentale qui est la notion en politique la plus importante chez Max Weber, vous savez, entre la tradition d'un côté, le légal rationnel, la bureaucratie de l'autre, entre les deux, entre ces deux ordres, celle de l'éternel hiver et celle de la règle bureaucratique, vous avez le charisme. Et le charisme, c'est la figure la plus fascinante, d'abord parce qu'il y a consacré des pages valant de toute éternité, et puis surtout parce que c'est le temps des révolutions. Le charisme, ça correspond aux révolutions, c'est-à-dire aux périodes d'incertitude. La tradition, c'est la longue durée de l'éternel hiver, hein, celle qui répète Ewige Gestern, etc., dans l'amour et la certitude du fait accompli, etc., etc. Et à l'opposé, vous avez la rationalité légale et la bureaucratie. Elle aussi, c'est le calme du calcul rationnel, etc. Entre les deux, vous avez cette figure des politiques des temps incertains, des temps révolutionnaires qui agitent la foule, qui agitent des promesses et qui ne tiennent que par cette bascule qu'ils ne cessent de bouger et à laquelle ils peuvent d'ailleurs finalement céder si jamais ils ne parviennent pas à leur fin. Chez Max Weber, le charisme, c'est un don singulier, c'est une grâce divine.
c'est une communauté, une Gemeinschaft. C'est pas seulement une dimension individuelle, c'est une dimension collective, c'est-à-dire autrement dit, partagée par la communauté des proches, des croyants. C'est une temporalité de rupture, puisque c'est les temps incertains, les temps intermédiaires. C'est une incertitude, c'est-à-dire la négation de ce qui précède, la tradition, et la peur de ce qui vient. Hein. C'est vraiment l'un des grands charismatiques, c'est Jésus, quoi, qui rompt avec la tradition et puis qui éloigne effectivement tout ce qui pourrait être l'ordre du calcul et qui se tient dans cette incertitude, qui est incertitude du présent, incertitude du lendemain, etc. Et puis c'est la vérité incarnée, c'est surtout la vérité incarnée. Voilà, c'est ces différents éléments qui caractérisent la catégorie du charisme. Euh, je vais terminer sur le chef dit la vérité de la masse, l'origine, la fin, mais aussi ses émotions. Euh, pour Trump, c'est les démocrates qui sont tous pourris, à commencer par Obama, mais c'est aussi les chefs qu'on honore, pardon, qui sont tous des menteurs. Lui, il dit la vérité des autres. Je ne répète pas ce que j'ai dit, mais en tous les cas, tous ceux qui l'ont précédé, sauf les pères fondateurs, ils ont tous quelque chose à se reprocher. Ils sont tous quelque part affectés d'un manque ou affectés d'une faillite, etc. Et chez Poutine, c'est exactement pareil. Il me semble qu'on n'a pas assez souligné que finalement rien n'est sauvé dans sa voie lorsqu'il commence à examiner ceux qui l'ont précédé dans l'Union soviétique. Hein, dans l'Union soviétique. Depuis 1917, ils sont tous fautifs. Donc ils sont tous objets de honte. Lénine, c'est la honte de Brest-Litovsk. Alors évidemment, c'est le patron, c'est tout ce qu'on veut, c'est Dieu le Père, etc. Mais néanmoins, il est affecté d'une faillite profonde. C'est la signature de Brest-Litovsk. C'est là où il a cédé finalement la partie de l'Ukraine qui ensuite sera donnée aux Ukrainiens, même si entre-temps, Staline la reprendra et l'annexera pour lui. Staline, dont on penserait qu'effectivement il ne lui reproche rien. Ce qu'il lui reproche, c'est le 21 juin 1941, lorsqu'il panique devant l'arrivée des nazis et l'invasion de l'armée de la Wehrmacht en Russie. Et ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir pas compris qu'en fait il était beaucoup plus fort. Khrouchtchev, c'est pas la peine de s'étendre, ce qu'il lui reproche et ce qu'il n'arrête pas de critiquer, c'est évidemment d'avoir donné la Crimée à l'Ukraine. Brejnev, il n'en parle pas, comme il ne parle pas d'Andropov, comme il ne parle pas de Tchernyenko, vous savez, ça c'est les fossiles qui succèdent à la mort de Brejnev en 82, il n'en parle pas. Mais Andropov, il faut se souvenir que c'était le patron du KGB et qu'il ne faut jamais oublier que Poutine est un type du KGB. Yeltsin, c'est d'avoir singé l'Occident et s'être fait ridiculiser. Alors Gorbatchev, j'ai oublié juste avant, c'est évidemment la faute radicale, c'est la perestroïka. Et la glasnost, c'est évidemment la faute, la marque, etc. Yeltsin, c'est d'avoir singé l'Occident et s'être fait singer. Mais aussi le tsarisme. Hein. Et du tsarisme, finalement, il ne laisse debout que l'Église orthodoxe. Et finalement, quand on regarde ce qu'il laisse debout, il reste que les grandes figures mythologiques. Il reste Ivan IV le Terrible, Pierre le Grand, la Grande Catherine et lui-même. Et c'est ça la continuité finalement historique qu'il est en train de façonner en Russie. Ivan IV, Pierre le Grand, la Grande Catherine et lui-même. Avec l'histoire, c'est épuré, simplifié, naturalisé, elle est pure continuité dans la force et le vertical. Il faudra encore développer, etc. J'arrive à ma conclusion en soulignant deux points. Le premier point, il me semble que la masse, et chez l'un et chez l'autre, valide la lecture freudienne qu'on peut en avoir, notamment en s'appuyant sur psychologie des masses et analyse du moi, en mettant en avant l'amour et la haine, c'est-à-dire cette relation amoureuse inhibée quant au but, et dont on voit bien finalement que cet amour déclaré y cache une énorme haine à la fois contre l'étranger, ici elle est dite, et puis ensuite contre l'ennemi quand il s'agira de déclencher. Mais le deuxième point qu'il faut souligner, c'est la ruine du charisme si jamais la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Alors, on ne peut pas le dire en Russie, on n'a pas les moyens, la dictature est tellement puissante, etc., qu'on ne sait pas ce qui est pensé, mais on peut faire l'hypothèse. On peut faire l'hypothèse que la guerre demeurant, la guerre durant, les morts s'accumulant, il faudra bien apporter satisfaction d'une manière ou d'une autre. Il faudra bien apporter satisfaction. S'il n'y a pas satisfaction, il risque d'y avoir renversement.
3, la masse trumpiste est l'incarnation de la jouissance, pas du plaisir, de la jouissance, c'est-à-dire finalement de la haine qui tient finalement le chef sous sa coupe, l'autre sous sa coupe, fut-il enrobé du plus parfait amour, une jouissance qui est jouissance de la destruction, qui est la définition d'ailleurs de la jouissance. Euh, la masse, elle est le signe avant-coureur d'un champ politique en gestation, marqué au sceau d'un narcissisme régressif. Là, on peut développer évidemment ces notions. Une masse qui finalement, et c'est ça que donne à penser l'incertitude qui parcourt le 6 janvier, une masse finalement sans meneur, alors que Freud et les autres aussi se sont occupés des masses avec meneur, qui actualise ce que Freud appelle la misère psychologique de la masse. Dans la fin de la malaise de la culture, il parle de la misère psychologique de la masse. Ce qui a commencé avec le père, le meurtre, et qui se prolonge dans la masse, avec le meurtre aussi. Des masses pétries de leur égalitarisme, incapables de se soumettre à l'autorité d'un chef. Et c'est ça qui se dessine finalement derrière ces masses euh, qui se dirigent sans qu'elles soient forcément dirigées. Des masses égalitaires, refusant la moindre autorité en leur sein, veillant jalousement à conserver pour eux seuls leur surmoi narcissique pour mieux empêcher l'émergence d'un quelconque leader, quelque chose de ce dont les gilets jaunes auraient pu être l'image. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est est-ce qu'on peut, à partir de cette analyse, de cette classification, est-ce qu'on peut établir une sorte de genèse des différents régimes populistes, une sorte de socio-genèse de la psychologie populiste? Alors, ce sont vraiment que des hypothèses. Donc saisi à partir de cette approche de l'élément pulsionnel, qui est un composé de rage et de volonté de destruction, d'inhibition et de désinhibition, de sexualité débordante et de rigueur contrainte par la moralité familiale, par la morale, pardon, familiale, de posture charismatique, etc., etc. Alors si on essayait de différencier ces différents régimes, on pourrait, dans une vision comparatiste, considérer Bolsonaro, à coup sûr, le Brésil, on a tellement d'éléments qui le rapportent à son chef Trump, etc., que c'est même pas la peine de s'étendre. Erdogan aussi, où le sexuel joue un grand rôle dans la dénonciation de l'ennemi. Euh, mais on n'aurait peut-être pas la Chine. On n'aurait peut-être pas la Chine dans cette configuration. Est-ce que justement, je me demande si Xi Jinping ne serait pas le contre-exemple en raison, au moins je ne parle pas chinois, donc en raison de l'absence du sexuel sous l'aspect de la débauche sexuelle, en tous les cas, ce qu'on peut en lire, il n'en est pas question, et c'est pas de ça dont il est question. L'absence de la négation de l'histoire, il y a pour le coup toute la prise en compte depuis 48, et ça c'est 49, pardon, c'est la grande continuité de Xi Jinping avec Mao Tse-tung, etc. Elle est toujours là. Et à la différence de cette dictature unipersonnelle d'un Poutine, on a, semble-t-il, un collège. Voilà, ce seraient les seuls distinguos que je ferais, mais je pense qu'il serait intéressant d'essayer de se livrer à une sociogenèse de la psychologie populiste. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé. J'espère avoir respecté le temps. Merci. Merci, le temps est tout à fait respecté. Merci infiniment pour cela. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez déjà des questions. Donc moi, je veux juste rappeler effectivement que cet ouvrage dont tu as parlé aujourd'hui, à partir duquel tu as parlé aujourd'hui, effectivement fait suite, tu l'as dit tout au début, mais tout le monde n'était pas là, fait suite à ces deux autres ouvrages qui sont effectivement tes œuvres récentes sur exactement cette même, pas exactement cette même thématique, mais sur cette famille des questions tout à fait contemporaines et tout à fait urgentes. Donc là, je faisais juste effectivement partager cette info. J'aurais dû le faire au début. Donc, je donne la possibilité à tout le monde, effectivement, de poser la question. Vous avez les micros qui... Vous pouvez réactiver vos micros, vous pouvez vous manifester. Donc, c'est sans doute le moment. Et en attendant, parce qu'évidemment, moi, ta perspective est tout à fait intéressante, mais tu t'attends sans
sans doute à la question fondamentale qui est celle donc de savoir quelle est la place que tu donnes à des questions sociales dans tout cela. Toi qui es sociologue de formation, effectivement, et tu as dit que pour Freud, la relation, notre façon de vivre dans le monde, c'est une façon tout de suite liée, connectée aux autres, comme il l'a dit dans l'ouvrage que tu as cité abondamment et qui est effectivement mon texte favori de Freud, ça va de soi. Et c'est un texte qui, dans la réfutation de Gustave Le Bon, en fait, rend bizarrement, c'est pas qu'il rend, mais oui, il rend humain infiniment plus sympathique que celui qui émerge dans les travaux de Gustave Le Bon. Et moi, ces côtés sympathiques, tu le perds en un sens, tu vois. J'ai l'impression que tu les reprends pas, c'est-à-dire j'ai l'impression, ou peut-être j'ai mal compris Freud, mais moi je lis Freud comme disant Gustave Le Bon est un pessimiste anthropologique profond. Moi je vais vous montrer que les gens sont bêtes et méchants pour des bonnes raisons, et je vais essayer de comprendre ces raisons. Et est-ce que Freud ou Le Bon? Donc, moi, j'ai l'impression que Freud dit dans son ouvrage Contre le bon. Donc, le bon dit les gens sont bêtes et méchants. Et Freud arrive et dit les gens ne sont pas bêtes et méchants. Les gens ont juste besoin de l'amour. Et leur libido les mène dans des endroits bizarres. Moi, j'ai dit ça comme une sorte de. Bizarrement, hein, parce que Freud n'est clairement pas un optimiste extrême, loin de là. Mais j'ai vraiment le sentiment que dans ce texte, il essaye de sauver l'humain contre le bon. Et j'ai l'impression que cette dimension, bizarrement optimiste, est complètement absente dans ta perspective. Donc, j'interroge juste cela. Je pense enfin, d'abord, je pense que la notion de pessimisme ou d'optimisme chez Freud n'a pas lieu. C'est pas son objet. Il n'est pas là pour sauver l'humanité. Pour la trouver grande, enfin, puisque beaucoup d'ouvrages, je pense à celui qui est publié en 1915 sur les considérations sur la vie et la mort, justement, il s'acharne à montrer que euh, finalement la nature humaine, pour déclencher une guerre aussi effroyable, ne doit pas quand même être aussi morale qu'elle s'est déclarée depuis des siècles, etc. Je pense que tu as raison. Enfin, le bon n'est pas pessimiste. Le bon est un profond réactionnaire et vraiment un homme de la Troisième République, anti-Versaillais, Versaillais, pardon, Versaillais, il était Versaillais, anti-jacobin, anti-ouvrier, anti-le désordre promu par la Révolution française, anti-égalité, etc. C'est un profond réactionnaire. Et un réactionnaire qui, du coup, est du côté du manche, il était Versaillais, et donc pour la répression, etc. Son objectif dans Psychologie des foules, c'est vraiment effectivement de donner les moyens de comprendre comment, et ils s'y sont pas trompés, les grands généraux ici ne sont pas trompés, donner les moyens de comprendre comment est-ce qu'on peut réprimer la foule. Voilà. Et c'est ça son objectif. Alors, ça peut être anthropologique, etc. Donc, on peut voir une vision pessimiste. Moi, je préfère voir la vision du réactionnaire politique. Maintenant, Freud, et tu as dit quelque chose, à mon avis, extrêmement important, ce qui me semble important, c'est que, et c'est là où il reprend l'inconscient. Encore une fois, c'est pas Freud qui a inventé l'inconscient. Il y en a beaucoup avant lui qui l'ont parlé, qui en ont parlé, et notamment le bon. Seulement, il met au cœur de l'inconscient ce que les autres ne mettent pas et il passe son temps à l'analyser, c'est l'élément pulsionnel. Ce qui caractérise l'inconscient, c'est le pulsionnel. Voilà. Et le pulsionnel, c'est un couple, et ce couple, c'est l'amour et la haine. Et l'amour ne va pas sans la haine, et la haine ne va pas sans l'amour, et il essaye de comprendre finalement comment ce couple est formateur de la relation de moi à l'autre et des autres ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, c'est immédiatement social. C'est immédiatement social. D'abord parce que il ne l'a pas écrit en 1914, il l'a écrit en 1921. Donc c'est bien après la grande coupure de 1918, celle qui effectivement bouleverse et abolit la culture européenne, qu'il s'est mis à cette question éminemment politique qu'il voyait bien finalement émerger, c'est-à-dire la masse. Et puis on la verra encore plus en Italie, en Russie, enfin en URSS sous l'Allemagne nazie, etc. Donc c'est ça qu'il essaye de comprendre, c'est finalement comment, à quel élément pulsionnel cette unité du moi dans l'autre et de tous au nom du chef donne lieu dans ces processus de substitution qui commencent par
l'adoption d'un nouvel idéal du moi. C'est quand même ça qui caractérise l'enfant, c'est l'adoption, la formation de son idéal du moi avec le père. Normalement, c'est le père qui est le lieu de l'identification, le lieu de la projection. Comment se fait-il qu'on choisit un nouveau père, un nouvel idéal du moi? À quel coût? À quel coût? Et pour quel rejet? Et c'est ça la question de Freud. Finalement, c'est quoi cet élément inconscient qui est à la base de la masse? C'est le pulsionnel. Et la puissance du chef, et c'est ça qui nous parle tellement aujourd'hui, c'est cette capacité de manipuler le pulsionnel. Et c'est ça l'importance, à mon avis, et c'est ce que les autres n'ont pas vu. Enfin, ils n'ont pas compris. Voilà, quand on lit ce qui est intéressant, encore une fois, Tarde, c'est très intéressant. Sigelet, la foule folle, la déliquescence, bon, c'est très intéressant, mais ils ne traitent pas de ça. Eux, ils sont politiques au sens de rat du journal, rat de la politique, c'est-à-dire effectivement ce sont les sauvages, ce sont les colonisés, parce qu'évidemment, ça se rapporte aux colonisés. Ce n'est pas l'ambition de Freud. Il ne traite pas de la colonie, il ne traite pas d'un objet particulier, etc. Il traite d'un phénomène sociologique par excellence, la masse, et il en démontre l'élément psychologique par excellence, c'est-à-dire pulsionnel. Merci pour cela. Et nous avons Clémence Delsol qui pose la question de savoir si Kim Jong-un reprend le même mécanisme que Trump et Poutine ou le dépasse-t-il? Tu as partiellement répondu à cette question, mais peut-être une petite précision s'impose. En tous les cas, on voit bien, je ne suis pas en mesure de répondre, mais en tous les cas, ce qu'on voit bien, c'est que ces types de totalitarisme ou post-totalitarisme, enfin totalitarisme, ça revient sur les mêmes ressorts, finalement utilisent les mêmes ressorts. Ils utilisent les mêmes... alors, on le sait depuis les analyses de ce qu'on a appelé le totalitarisme soviétique, on sait bien la manipulation des foules, on sait bien la formation des foules, etc. On voit bien qu'il y a une masse complètement unifiée et atone, et puis on a un chef, et puis on a une garde prétorienne, etc. En quoi serait-il le dépassement? Alors, je ne dis pas que Trump, c'est le totalitaire Kim Il-jong ou Poutine. Je pense que Kim Il-jong se rapporte à Poutine. C'est avec lui qu'il faut faire la comparaison, comme il faut la faire. Enfin, les communistes ont tous une même matrice. Ils ont tous une même matrice. Historique, c'est la destruction de l'agriculture privée, c'est la formation d'une industrie d'État, c'est le goulag. Ça, c'est les trois piliers qui n'ont cessé de fonctionner, et c'est un régime de terreur. Et du coup, un goulag qui est le ministère du Travail et qui permet d'alimenter les grands travaux faits au nom de l'industrialisation, portés, eux, par le progrès, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tout ça, on le sait. Et pour arriver à la formation d'une société, d'une société masse à ce point-là, il faut un régime de la force, un régime de terreur qui soit considérable. Euh, je ne pense pas que Kim Il-jong inaugure un nouveau chapitre du totalitarisme. Je pense il est, grâce à des événements, des circonstances particulières, dans la droite ligne du stalinisme, dans la droite ligne auquel d'ailleurs revient Poutine, auquel retourne Poutine. Je pense pas, mais peut-être que la personne qui a posé la question pourrait nous dire à quoi elle pense lorsqu'elle pense le dépassement de, du poutinisme ou d'autres choses. Peut-être pourrait-on le dire. Clémence, est-ce que vous pourriez éventuellement ajouter quelque chose? Parce que... Et de toute façon, je vous supplie, les chers camarades, de poser la question vous-même, parce que sinon, c'est moi qui lis maladroitement. Il vaut mieux que vous entriez directement dans le dialogue. Est-ce que, Clémence, vous voudriez Oui, ajouter? bonjour, Super. bonjour à tous. Alors dans le dépassement, j'entendais surtout est-ce qu'il reprend encore d'autres mécanismes nouveaux pour accroître la masse, etc., et le régime totalitaire. Non, je pense que si on compare avec Staline et maintenant avec Poutine, mais on a très peu d'informations, on arrive à des formations de police secrète et des constitutions de contrôle et des organisations de contrôle et de mise en discipline de la masse, qu'elle soit nord-coréenne, qu'elle soit russe, etc., ou qu'elle était soviétique sous l'époque de Staline, qui sont guère différentes. Je pense que là, pour le coup, c'est ça qui est terrible, mais il y a
Du coup, ce qui change, mais je ne suis pas sûr que ça change la nature, ça change l'intensité. Déjà que l'intensité sous Staline était un maximum, c'est la technologie. C'est la technologie. Effectivement, le fait que dans les rues, il y ait des tours de contrôle à chaque coin de rue, effectivement, ça renforce le contrôle. Ça renforce le contrôle. Mais vous savez, on a atteint un maximum avant 1953, avant la mort de Staline. Vous savez ce qui s'est passé dans les années 30 a façonné l'Union soviétique pour 50 ans, 60 ans, et on en voit encore les conséquences. Et pour être arrivé si vite, hein, puisque Staline arrive au pouvoir en 1924, quand Lénine meurt, il prend véritablement le pouvoir quand il a éliminé tout le monde en 1929. Il lance la collectivisation en 1929, l'industrialisation et les grandes vagues du goulag à ce moment-là. Il lui faut 10 ans. Il lui faut 10 ans pour tout collectiviser, c'est-à-dire supprimer la propriété paysanne, dont il faut le souvenir qu'elle était à 98% au début du siècle, qui caractérisait l'agriculture russe. Il lui faut 10 ans pour instaurer ce qui va façonner toute l'Union soviétique pendant les 50 années, ce qui est unique, unique. Alors maintenant, vous me direz, la Corée du Nord, ils n'ont pas mis beaucoup plus de temps et leur saint patron, c'était aussi Staline et les méthodes sont les mêmes. La militarisation, le contrôle absolu, la terreur. Très bien, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale. D'accord, merci. Donc, Merci beaucoup pour cette petite discussion. Sébastien, est-ce que je pose votre question ou vous la posez? Je peux la poser si vous voulez. Super. Tout d'abord, merci pour votre très intéressante commentaire, explication du populisme. Je voulais savoir si l'analyse que vous proposez, comment elle s'applique, comment elle permet d'expliquer ce qui se passe en Italie dans des régimes populistes où c'est une figure féminine en fait qui incarne le populisme. Je pense en particulier à ce que vous avez indiqué sur le discours très machiste, très sexualisé qu'on retrouve chez Poutine et aussi chez Trump. je pense que dans votre question, d'ailleurs, je l'ai sous les yeux, vous répondez vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit une femme interdit euh, jusqu'à un certain point, le discours sexualisé machiste. On peut pas, ou alors je me trompe complètement, ou je suis complètement naïf, mais on peut pas penser pouvoir entendre ce qu'on a entendu de la bouche de Trump ou de Poutine de la bouche d'une femme. Là, je veux dire, ou alors il nous manque les catégories, à mon sens, pour essayer de qualifier ce que serait ce type de discours. Je pense que cette notion de populisme, elle est tellement étendue maintenant, elle est tellement élargie, ou alors il y a tellement de cas qui l'illustrent que la définition même de la catégorie devient extrêmement difficile. On a des cas particuliers. Est-ce qu'on a une catégorie unifiée? J'en suis pas certain. Je pense que moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment des individus placés au sommet du pouvoir et en mesure de le faire actualisent, c'est-à-dire rendent possible une réalité qui est proprement psychique. Autrement dit, comment arrive-t-il à rendre réel ce qui relèverait de l'hallucination? C'est cette catégorie-là qui m'intéresse, comme par exemple cette hallucination qui consiste à dire on va transformer la société et transformer complètement l'agriculture, on va faire de tous les individus la main-d'œuvre industrielle, on va en faire tous des militaires, etc., etc. Comment se fait-il qu'une vision qui s'approche quand même du fantasme complet, si ce n'est de la folie quelque part, mais comment se fait-il, et c'est une réponse à Anna aussi, et c'est pour ça que je ne lâche pas du tout le social dans mon analyse, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas analyser cette volonté d'imposer une réalité psychique à un ensemble d'individus si on n'a pas à sa disposition le matériel de la force, si on ne contraint pas par une extrême violence. Donc, ce qui différencie finalement ces populistes totalitaires des populistes italiens ou disons démocrates, parce que bon, ils restent démocrates, c'est l'impossibilité d'user de la force de manière totalitaire et par conséquent la présence d'institutions qui interdisent finalement que la folie individuelle se transforme en réalité collective. Trump n'est pas Poutine. Trump, il s'est heurté le 6 octobre, le 6 janvier, pardon, à une institution. Cette institution, c'est le Sénat. Il a eu beau déclencher l'insurrection,
le Sénat a entériné le vote précédent d'octobre. Il s'est retrouvé quand même en accusation. Et il n'en est pas sorti. Et il n'en est pas sorti. Attendons de voir les résultats en octobre prochain. Il n'est pas certain qu'ils ne doivent passer par la case prison. On n'est pas sorti de ce qui fait quand même la force des démocraties, les institutions. Des institutions qui sont dans la grande tradition du 18e, 19e démocratique, la capacité de défendre les citoyens contre le pouvoir de l'État, contre le pouvoir d'État. C'est ça Tocqueville, c'est ça Kant, c'est ça Hume, a commencé par David Hume, c'est ça Max Weber. C'est cette analyse de l'institution comme capacité autonome de se fixer des buts autonomes et non pas d'obéir à une fin qui est fixée par le politique. Le politique, chez Poutine, il fixe les institutions. C'est lui qui dit aux institutions de faire. C'est pas l'institution de justice qui décide. Il nomme tout. Il nomme les procureurs, il nomme les juges, il écrit lui-même, enfin, je plaisante, les actes d'accusation. Il n'en est pas là, Trump. Hein. Il n'en est pas là. Il peut nommer 2, 3 à la Cour constitutionnelle. Il ne peut pas transformer tous les États, etc. Donc c'est quand même la grande différence. Un populiste de type trumpiste n'est pas, et ça pourrait valoir pour Bolsonaro, n'est pas une dictature de type poutinien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre les catégories de la masse et s'appuyer sur Freud et sur Max Weber et essayer de voir finalement, dans une démarche proprement weberienne, quels sont les éléments qui différencient. Je pense que la notion d'institution et d'autonomie des institutions... Oh, excusez-moi. Je, C'est un élément fondamental. je profite de cette mini-pause de ton appel pour dire que ce ne sont pas des catégories étanches. On a eu la Biélorussie qui était une presque démocratie et qui ne l'est plus depuis des décennies quasiment. Donc on est entre deux. Donc j'ai plein de questions dans le chat, mais comme j'ai une petite préférence pour des questions qui sont posées de vive voix et pour des petites pattes qui sont levées, je me réjouis. Donc je change un tout petit peu l'ordre. Chère Ariane, c'est à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ariane est professeure de psychologie chez nous à Nancy. Enchanté. Oui, je suis très contente d'être là et je suis vraiment très impressionnée par le propos que j'ai entendu enfin moi je suis professeure de psychopathologie, comme ma collègue me l'a dit, donc freudienne, freudo-lacanienne, donc je connais un peu les écrits de Freud. Voilà, je suis un peu éblouie. Je vous remercie de ce que vous avez raconté. Quand vous parlez d'hallucination, moi j'aurais dit plutôt délire. Et l'explication que vous venez de donner, que Poutine n'est finalement pas comme Trump, qui a entre la différence et ses institutions, l'autonomie des institutions, euh, a été extrêmement éclairant pour moi. Et la question que je me demandais, que je me posais, c'est quand vous avez parlé du chamanisme. Euh, le chamanisme en tant que concept résonne beaucoup de différentes façons chez moi. Euh, de la même façon que je propose ou que je pense que le délire est un peu le point zéro de l'âme humaine, c'est-à-dire le fonctionnement par défaut, et que c'est grâce en effet à la civilisation qui est la construction d'institutions fonctionnant en autonomie qu'on arrive de se sortir de ce délire. Moi, j'appellerais processus primaire freudien, vers quelque chose de l'ordre du processus secondaire freudien et donc de la rationalité. De la même façon que éventuellement le délire, c'est le point zéro de l'âme, hein, la base du fonctionnement, ce dans quoi on est euh, pétri, hein, pétri. Et le chamanisme pourrait être le fonctionnement zéro, point zéro du collectif humain et celui vers lequel on tend spontanément, comme ça, dans les périodes de l'histoire où ça va mieux. Euh, Après des grands événements enfin, que je pourrais appeler très castrateurs, même si ce signifiant évoque toujours plein de résistances, mais comme la Shoah, voilà, il y a là quelque chose qui oblige à la secondarisation et à revenir à la civilisation, et puis ça disparaît après un certain temps, et revient une espèce
de tendance spontanée au chamanisme. Et ce que j'aimerais ajouter de ce point de vue, à partir de là ou dans ce contexte-là, est quelque chose un peu délicat, mais que j'aimerais quand même peut-être évoquer, c'est que en Belgique, euh, le chamanisme n'est pas sans lien. Donc voilà, on a du chamanisme dans toutes les sociétés très civilisées également, n'est pas sans lien, par exemple, avec un activisme euh, pro-euthanasie, mais euthanasie dans le cadre de la souffrance psychique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette loi en belge, mais euh, voilà, en Belgique, nous avons la possibilité d'avoir une euthanasie pour raison psychique, et donc il y a des... Voilà, je trouve ça très différent de l'euthanasie pour raison sématique, puisque ça touche, enfin, ça touche aussi des jeunes gens de 18, 19, 20 ans pour des raisons de dépression. Voilà, et donc, même si le chamanisme belge n'est pas le QAnon des États-Unis, j'y vois quand même quelques parallèles et j'aurais voulu vous entendre là-dessus. Euh, merci. Euh, Au chamanisme, je préfère la notion du charisme. Si j'ai évoqué la notion de chaman, et pas du chamanisme, de chaman, c'est en fait ce qui m'a frappé, comme je vous l'ai dit, c'est quand je me suis aperçu, bon, tout le monde l'a vu, le type américain, là, le Jack Angeli, tout le monde l'a vu, il était sur toutes les photos, il est bariolé avec sa pique, d'ailleurs, il fait plutôt chef indien que chaman, etc. Il avait piqué sa coiffe à je ne sais pas qui, mais voilà. Ce qui m'a frappé, et ça n'avait pas été souligné, ou alors ça m'a échappé, c'est que le russe, lui, il s'appelle chaman. Et que dans ces foules-là, qu'on peut, c'est ce que j'ai essayé de faire, analyser avec des catégories proches, sinon similaires, qu'un individu comme ça émerge dans la foule en se prononçant comme chaman, en s'affirmant comme chaman, voilà, ça m'a frappé. Je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas tiré sur la théorie du chamanisme, parce que j'ai pas vu que finalement que le Trumpisme ouvrait sur le chamanisme, pas plus que le poutinisme. En revanche, et ça me paraît beaucoup plus heuristique, mais bon, sans doute parce que je suis sociologue, c'est la notion du charisme. Et cette notion du charisme, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, me paraît essentielle parce qu'elle met l'accent sur une qualité de l'individu au surnaturel, à Dieu, qui est la grâce charismatique, et que cette grâce, elle est finalement diffusée dans la communauté, et que tout l'importance, l'immense importance de l'analyse de Max Weber, c'est qu'il ne la réduit pas à l'individu, il en fait le socle de la communauté. Et ça me paraît extrêmement important. Communauté qui l'introduit dans la durée, le charisme, c'est un élément de la durée, etc. Et ça, c'est la caractéristique de l'incertitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point vient juste de m'échapper, mais je veux absolument le retrouver. Je remontais. Est-ce que vous pouvez me rappeler la première question? Avant le chamanisme, vous avez parlé de... Euh, Oui, ça y euh, est, j'y suis. De hallucination et de délire. délire, Je ne délire. serais pas pour la catégorie du délire parce que c'est probablement beaucoup trop psychologique. Et donc, c'est votre, effectivement, discipline. Le délire, on aurait tendance en sociologie à penser que c'est bon, la folie et le délire. Voilà, le délire et le délire, ça s'écarte. Ce que je reprends, moi, du freudisme en prenant l'hallucination, c'est finalement cette distinction qu'il fait entre la réalité matérielle et la réalité psychique. La réalité psychique, c'est ce que tous les enfants, tous les nourrissons, a fortiori certains adultes, avancent et à laquelle ils croient jusqu'au moment où quelqu'un dans la réalité leur dit tu passes pas là, maintenant t'arrêtes, ça relève de ton psychisme, mais maintenant il y a des règles. Autrement dit, l'hallucination, elle est de l'ordre du principe du plaisir.
Et l'arrêt de l'hallucination, c'est le principe de réalité. Et le passage finalement de l'enfant ou du nourrisson à l'enfance et à sa croissance, c'est effectivement ce que vous avez dit, je vous suis complètement, c'est la castration. C'est effectivement le principe de réalité qui s'impose et qui rejette, qui repousse, refoule ce qu'on aurait tendance à valoriser parce que c'est tellement plus plaisant pour chacun d'entre nous, c'est cette notion de plaisir. Et ça me semble extrêmement heuristique pour essayer de comprendre que ces individus, c'est pour ça que Anna parlait de pervers, il faut faire attention à l'utilisation de ce terme qui est vite, comment dire, empreint d'une certaine morale, mais c'est juste. Mais le pervers, il est narcissique. On dit toujours pervers narcissique. On a envie de dire, bah oui, le pervers, il est narcissique. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on fait de la redondance. Mais si on fait cette redondance, c'est bien pour souligner que le pervers, il se satisfait de lui-même, de sa propre production, à l'encontre de toute objection que la réalité pourrait lui opposer. Et c'est en cela que l'hallucination me paraît extrêmement heuristique. C'est-à-dire que finalement, ces notions, enfin, quand on lit les penseurs du bolchevisme du début du siècle, et puis la reprise avec Lénine, mais les bouquins nous tombent des mains. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité de penser qu'on peut façonner la société et c'est écrit noir sur blanc, en fichant toute la tradition dans le goulag, enfin il ne parle pas du goulag, mais dans la prison, et puis en les exécutant, en passant à la faux tous ceux qui ne nous plaisent pas, et puis en arrivant à l'homo soviéticus qui sera tellement propre, tellement pur, tellement vierge, quand on l'aura bien lavé et bien de toutes ces scories du passé. Quand on lit ça, et quand on lit les créateurs du bolchevisme, on se dit, mais ils sont tarés, je veux dire, ils sont complètement fous, ces mecs. Et pourtant, ils y sont arrivés. Or, s'ils y sont arrivés, c'est qu'ils ont réussi à mobiliser. Alors là, ça demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyse. Si Dieu me prête vie, j'arriverai peut-être à écrire quelques lignes là-dessus. Mais bon, ils y sont arrivés parce qu'ils ont réussi fondamentalement, à prendre le pouvoir et le pouvoir de la police et le pouvoir de militaire. C'est fondamentalement ces deux outils qui leur ont permis de rendre, d'actualiser, de rendre réel ce qui est totalement irréel, de rendre matériel ce qui n'est que psychique, mais à tel point que ça n'est plus psychique. Et je termine là-dessus. Ce qui m'a toujours fasciné, moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai passé 30 ans à étudier le communisme, j'ai fait ma thèse sur le communisme, etc. J'ai vécu en Pologne, en Allemagne de l'Est, qui n'était pas, je vous dis, la 10e porte du paradis, etc. Ce qui m'a toujours fasciné, c'est à la reprise. D'abord, dans l'histoire, ce qui m'a fasciné, c'est toute la période de la fameuse décade des années 30. Et puis, c'est reprise par ce qui restait de communistes. Bon, il n'y en avait pas beaucoup en Pologne. Mais en Allemagne de l'Est, je peux vous dire qu'il y en avait un paquet. Cette croyance dans ce que vous et moi, qui sommes à peu près normalement constitués, on peut se dire qu'on est à peu près normaux, euh, des discours, oui, alors qui s'apparentaient peut-être à délire, qui s'apparentaient peut-être au délire, mais qui, dans l'analyse, à mon avis, de la société, ne demandaient pas une analyse en termes de délire, mais plus en termes de comment se fait-il qu'on adhère à quelque chose qui frappe le bon sens, quoi, qui est contre tout bon sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais vous avez raison, c'est du délire, mais c'est pas heuristique pour moi, le délire en sociaux. Merci. Merci infiniment. Quelle jolie discussion interdisciplinaire. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce Exactement. qu'on cherche. Ariane, on va t'employer pour une des séances peut-être l'année prochaine pour que tu puisses nous montrer ta perspective, ce type de problématique. Génial. Bien, on a donc des questions de Monsieur Verrier, par exemple, qui veut savoir, en fait, qui repose la question que je t'avais posée, donc comme ça m'arrange. Quelles sont donc pour toi là où les sources socio-économiques des troubles, par exemple, donc je pense que là il s'agit des gilets jaunes, des organisations de ces types. Oui, oui, si j'ai évoqué, c'est peut-être un petit peu de la provocation de ma part, d'évoquer les gilets jaunes, etc. Mais ce qui me frappe dans les gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de meneur. Or, je l'ai dit à la fin, Lebon, Tarde, Sigelé, Freud, ils analysent la masse avec meneur. Donc, ce qui les intéresse, c'est la relation du nous au chef. Hein, c'est bien ça qui les intéresse. C'est pas, et d'ailleurs, c'est pas étonnant, les deux exemples que tous prennent, tous, c'est l'Église et l'armée.
Et c'est ces deux exemples de l'Église d'un côté, de l'armée de l'autre, qui est l'objet de leur analyse. Et Freud est exactement dans la ligne. C'est exactement, il est dans la foulée de ses prédécesseurs. Et c'est donc bien ce qui les intéresse, c'est le rôle du chef, c'est l'incorporation, l'incarnation et l'incorporation, l'ingurgitation de la figure du chef dans chaque moi individuel. Euh, et c'est cette ingurgitation, cette identification, cette substitution de l'idéal du moi et cette projection qui fait la masse comme masse. Or, c'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une foule sans meneur. La différence de foule et masse, euh, Gabriel Tarde, c'est lui qui traite de la foule. Il dit à un moment, et c'est exactement le même exemple que reprend Max Weber au début d'Économie et Société, quand il en parle, parce que Weber, en fait, meurt en 1920, mais il ne traite jamais de la masse. Il en traite uniquement dans cette dernière année, lorsqu'il parle du régiment. C'est intéressant, c'est quand il parle, puisqu'il a été témoin de toutes les révolutions à Kiel, à Munich, à Berlin, etc., etc. Et il appelle aux armes, etc. Et il parle de la discipline, la masse, etc. Avant, il reprend l'exemple dans Économie et Société de Gabriel Tarde. Et qu'est-ce que dit Gabriel Tarde? Il dit qu'une foule, c'est quelque chose qui est informe et qui se caractérise par, sous l'effet d'une cause inopinée, une similitude des comportements de tous les individus de ce groupe-là. Autrement dit, quand la pluie tombe, tout le monde va lever son parapluie, et ça, c'est la foule. Bon, alors, on considère l'exemple comme il est, comme il veut, etc., mais on voit bien ce qu'il veut dire. C'est l'automatisme, ça c'est la caractéristique de Tarde, il travaille toujours sur l'automatisme, sur l'identité des comportements, la similitude, l'imitation, etc. C'est pas ça, quoi. Et on a l'impression, enfin, c'est pas ça, Freud, je veux dire, on a l'impression avec les gilets jaunes, mais il n'y a pas que les gilets jaunes, hein. Il y a beaucoup de manifestations maintenant qui prennent la forme d'un refus de la tête, d'un refus d'une direction quelconque, et qui adoptent, à mon sens, l'envers de la masse, l'envers de la masse. C'est-à-dire l'absence d'unité, l'absence d'une seule parole, l'absence de discipline, l'absence d'un moi qui serait exemplifié par le chef, etc. Et c'est pour ça que c'est la queue de la comète. Pour moi, la foule, c'est la fin de la masse. Il n'y a pas de foule dans les masses hitlériennes. Il n'y a pas de foule dans les masses soviétiques ou poutiniennes. Ce serait la fin du poutinisme, ce serait la fin de l'hitlérisme. La foule, ça témoigne d'une absence de discipline et le contraire de la masse. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire seulement. Mais, mais, si jamais le chef n'arrive pas à satisfaire la masse, immanquablement, la foule, c'est la sanction. C'est-à-dire l'absence de discipline. Super, hein, super intéressant. Merci pour ces précisions. On n'a que 10 minutes, même pas, 8 minutes qui nous restent si on veut finir à 8 heures, et on voulait finir à 8 heures. Donc, je vais lire très rapidement les deux questions qui nous restent. Chez Freud, il y a une différenciation du narcissisme et de la relation d'objet. Ici, quelle est la part prévalente? La possible diminution de la fonction symbolique chez l'individu, comme dans certaines sociétés, joue-t-elle un rôle dans le développement de ces populismes? Donc ça, c'est la première question. Et tu l'as, donc c'est Eric Desbroges qui l'a posé à 19h27. Et ensuite, François parle des phénomènes de masse mobilisés par le bon. N'est-il pas en grande partie lié à des conditions matérielles et psychologiques propres à certains mouvements en histoire qui ne sont pas décalcables? Donc là, c'est évidemment le même souci, hein. C'est, cher François, vous posez la même question qui me taraude, qui a taraudé un autre membre du public. Et effectivement, ça va rester notre obsession constante. Et de toute façon, c'est là où c'est pas une espèce de discussion entre les sociologues et les psychologues dans le champ de la psychosociale, si ce champ ouais, existe. Donc, Bon, les deux questions sont énormes. Alors, j'essaierai de traiter de la seconde qui est encore plus énorme que la première et qui est extrêmement intéressante. La première, c'est sûr, toutes les sociétés sont différentes les unes des autres. Néanmoins, il faut en parler. Il faut les analyser et il faut les comparer. Le sociologue et l'historien s'occupent d'une société donnée.
Mais si la comparaison est possible, c'est bien qu'il y a des constances, c'est bien qu'il y a des permanences. Et ces permanences, ce sont ce que les catégories, finalement, analytiques nous permettent d'isoler en identifiant les similitudes et les différences. Alors évidemment, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on reproche à Freud, c'est qu'effectivement, elle soit atemporelle dans la mesure où elle valent à tous les coups, elle valent pour toutes les sociétés. On connaît la critique. Pour moi, elle n'est pas recevable, la critique, parce que pour faire la science, il faut bien disposer de ce qui n'est pas de l'ordre du singulier, mais bien du général et qui permet, comme je disais, de faire des comparaisons. Alors après, on n'est pas d'accord sur l'élément pulsionnel, etc. Ça, c'est une autre. Mais que l'on puisse, avec des catégories psychologiques, psychanalytiques, traiter de sociétés différentes dans le temps, etc., me paraît tout à fait possible. Et pour en venir à la comparaison, pour le coup, de la masse stalinienne et de la masse poutinienne, évidemment, les conditions historiques, l'historico-social, c'est pas le même. Néanmoins, si l'on prend les catégories du pouvoir, et plus exactement les catégories de la domination, c'est-à-dire le chef, la masse, la discipline, l'ordre, etc., la force, etc., on peut tenir un discours qui nous permette de comparer les deux sociétés. Et en plus, je pense qu'il y a évidemment, il n'y a pas la technologie, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas sous Staline, c'est pas du tout, etc. Les villes sont pas les mêmes, l'industrialisation est pas la même, l'agriculture est pas la même, le goulag est pas le même, etc., etc. Néanmoins, vous avez tous les éléments. Néanmoins, vous avez tous les éléments, et j'ai envie de dire, il y a une différence de qualité, mais pas une différence d'essence. Voilà ce que je répondrai à la deuxième question. Alors maintenant, la première, il y a une différenciation du narcissisme et de la relation d'objet. Oui, profondément, puisqu'effectivement, il y a une différence du moi et de l'objet, il y a une différence du moi à lui-même et une différence de la relation d'objet. Quelle est la relation prévalente dans la masse? J'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire, mais la simultanéité est telle que le premier, c'est pour qu'il y ait effectivement identification, il faut qu'il y ait régression au narcissisme et de nouveau projection sur une autre figure, donc une relation d'objet. Donc il me semble que les deux sont à tenir. Quelle est la part prévalente? L'objet, c'est le moi. L'objet, c'est le moi dans la masse. L'autre, c'est moi. Et c'est parce que l'autre, c'est moi, que l'on peut tous ensemble, dans l'indistinction, aimer le même objet d'amour qui est le chef. Donc, c'est cette fusion, cette substitution et cette substitution qui rend possible simultanément cette régression au narcissisme et cette relation finalement à l'autre. Mais dans cette relation à l'autre, c'est le narcissisme qui prévaut. Alors, je ne sais pas si je satisfais Eric. Alors voilà, la possible maintenant diminution de la fonction symbolique chez l'individu, comme dans certaines sociétés, joue-t-elle un rôle dans le développement de ces populismes? À coup sûr. À coup sûr. Leur régression au narcissisme que le populisme traduit, qu'il illustre, est une réduction de la fonction symbolique. Est une réduction de la fonction symbolique. Le langage s'appauvrit, il devient un ensemble de borborigmes. D'ailleurs, on préfère ça, le cri, l'insulte, à des discours articulés. La figure, finalement, du sacré ou du symbolique ou de toute la figure de la religion, etc., sont quand même réduits à un individu. Et tout se ramène à un individu, le chef, qui prend la place de toutes ces figures de l'idéal, etc. Donc, quand Freud reprend à Le Bon cette idée que dans la masse, le niveau intellectuel s'abaisse, c'est cette idée-là qu'il a en tête. Finalement, la régression au narcissisme que traduit la masse, c'est la diminution du symbolique. Et c'est pour ça qu'elles sont pauvres. C'est pour ça qu'elles sont pauvres. C'est peut-être aussi pour ça, et alors là on peut faire des hypothèses, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont prêtes à accepter des discours aussi grossiers que ceux qui leur sont infligés. Et cette fonction du symbolique qui, dans la culture, finalement, s'enrichit, se complexifie, devient extrêmement précieux, etc., dans la masse, à part lever le bras, lever la jambe,
éructer des borborigmes, insulter la femme, insulter l'homme, insulter le noir, etc. Je ne sais pas ce qu'il y a de très riche dans le discours. Eh ben, avec cet accent extrêmement optimiste, cher François, on va clôturer, non? Mais c'est pas optimiste, c'est réaliste, Anna. Qu'est-ce qu'on a à faire de l'optimisme? Non, non, mais il est vrai que j'ai montré aujourd'hui des statistiques publiées par Ipsos il y a quelques semaines à mes étudiants. Et effectivement, les gens commencent à être optimistes à nouveau. Et en fait, je pense pas du tout que ce soit que ce soit une catégorie bête. Je crois profondément, et je ne suis pas la seule à y croire, comme tu sais, que l'optimisme et la démocratie vont ensemble. Si on est super pessimiste, tu trouves que, tu l'as déjà suggéré, que ces catégories ne sont pas les plus sophistiquées au monde, mais moi, j'y suis assez attachée depuis notamment ma lecture de Philippe Mirovski sur le néolibéralisme, qui met en évidence le fait que c'est le pessimisme anthropologique profond qui conduit effectivement à certains types de dictatures. C'est-à-dire, effectivement, je pense que les gens comme Trump, comme Netanyahou ou comme Zemmour, ce sont des gens qui sont ultra pessimistes. Et je pense que sans ce pessimisme, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont aussi méchants, parce que la méchanceté devient une espèce de evil, une espèce de mal. Or, ce n'est pas un mal, c'est juste une façon de gérer le monde avec un cynisme absolu de quelqu'un qui considère les autres comme des crétins. Oui, mais tu n'as pas besoin d'être pessimiste pour penser ça. Je pense que ce sont des vrais méchants. Le mal, c'est ça. Et le mal, D'accord. il n'est ni optimiste ni pessimiste. C'est le mal. Ah, c'est marrant parce que tu vois, c'est là où on n'est pas d'accord parce que moi, je pense que le cas dont nous parlons, ce sont des cas extrêmes, de toute évidence, mais pour basculer d'un côté ou de l'autre, il y a tout un ensemble d'éducation à faire. Et l'éducation à l'optimisme, c'est précisément une éducation qui peut faire en sorte que les gens ne vont pas se laisser séduire par certains types de discours. Moi, je pense, j'espère que je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est plus heuristique de reprendre Hannah Arendt, qui, elle, a pensé comment les démocraties se défaisaient sous l'effet du libéralisme, je parle du 19e évidemment, sous l'effet de la destruction des corps intermédiaires, sous l'effet de tous les systèmes de protection qui, avant, effectivement, assuraient le sentiment de sécurité aux individus. Et tout le deuxième livre, qui est tellement extraordinaire du totalitarisme, c'est cette pensée qu'effectivement, l'Occident s'est défaite elle-même, s'est défait lui-même, pardon, sous l'effet des crises économiques, des crises du marché, etc., etc., laissant l'individu, voilà, laissant l'individu totalement isolé, totalement seul, et donc ouvert à des Ouais. manipulations de tous ordres. Là, c'est exactement, évidemment, la tension qui est essentielle dans notre civilisation, que le libéralisme optimiste qui est à la base de quelque chose de positif conduit exactement à ce que tu dis. Donc, il y a juste aucune invention dans notre histoire commune politique qui soit de façon univoque positive, hein. Donc là, on est mal. Mais non, il faut être debout, Ça, c'est clair. Très sans bien, croire, Jean-François, sans, vraiment, sans croire que demain, ça sera mieux. merci infiniment, c'était vraiment super. Et merci beaucoup au public qui a vraiment posé des formidables questions. Donc, c'était une très belle façon de commencer cette année. Et je vous remercie à tous et à toutes. Merci encore. À bientôt. Au Bientôt. revoir. Au revoir. On s'écrit. Au revoir.